Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 26 septembre, le Sénat vire à gauche dans la région. Les UMP Jacques Blanc et Jean-Paul Alduy perdent leur siège. Christian Bourquin, le président de région, est élu au premier tour. Le combat d'une maman pour assurer une éducation adaptée à son fils autiste, on y revient et ça se passe à Nîmes. Au large du Gros d'Agde, des entreprises lancent un projet de repeuplement de la faune marine et lâchent des petits poissons de mer dans des récifs artificiels. Et on terminera avec les résultats sportifs du week-end, notamment les défaites des Montpelliérains en foot et en rugby. Et on commence avec cette chute d'un lycéen à Montpellier ce matin au lycée professionnel Pierre Mendès France. Un élève de seconde est tombé du 2e étage. Le jeune homme souffre de multiples fractures. Il a été hospitalisé. 2 autres lycéens nageants ont assisté à une partie de la scène. Ils ont également été pris en charge. Selon l'inspection d'académie, certains éléments laissent à penser qu'il ne s'agit pas d'une tentative de suicide ni d'un accident. Le proviseur de l'établissement a demandé à la police d'enquêter. Retour maintenant sur les élections sénatoriales. Hier, le scrutin partiel donnait les partis de gauche majoritaires. En Languedoc-Roussillon, 2 figures de l'UMP ont perdu leur siège. Jacques Blanc face au socialiste Alain Bertrand en Lozère et Jean-Paul Alduy dans les Pyrénées-Orientales. Quant au président de région Christian Bourquin, il a été élu sénateur au premier tour. L'analyse politique par Olivier Roiron. C'est un séisme politique qui a été ressenti jusqu'en Languedoc-Roussillon. Le Sénat qui passe à gauche, 177 sièges sur 348 sur l'ensemble du pays. Cela veut dire en Languedoc-Roussillon quelques victoires très remarquées et ça commence par celle du président d'Hiver Gauche de la région, Christian Bourquin, élu dès le premier tour par presque 54% des grands électeurs des Pyrénées-Orientales. Lutte historique surtout pour la région Languedoc-Roussillon, puisqu'elle va pouvoir faire entendre sa voix à Paris et rentrer au cœur du débat politique français. Et donc c'est cela qui est très fort avec l'élection d'Alain Bertrand en Lozère et la mienne en Pyrénées-Orientales. Et justement, Alain Bertrand, vice-président de la région, il fait basculer la Lozère, le fief historique de l'ancien président de région UMP, Jacques Blanc. Des résultats qui, dans l'ensemble, provoquent un petit pincement au cœur chez les élus de droite. Déçus, mais lucides, ils savent que les grands électeurs locaux et départementaux n'ont pas apprécié une certaine réforme annoncée. Je crois que effectivement le Sénat c'est la maison des collectivités territoriales, c'est la haute assemblée qui s'occupe des collectivités territoriales et cette loi sur la réforme des collectivités territoriales a effectivement généré beaucoup de réactions. Alors maintenant je ne pense pas qu'il y ait des raisons de blocage parce que chacun, et je le souhaite, est conscient que nous sommes dans une période très difficile. Une période électorale, alors que peut-il se passer jusqu'aux échéances présidentielles et législatives de 2012 ? Les institutions de la France peuvent-elles être bloquées ? Pour la plupart des observateurs, ça ne devrait pas aller jusque-là, mais certaines choses vont sensiblement changer. Il y a 2 modifications importantes. La première, c'est que ça sera beaucoup plus difficile d'avoir l'accord du Sénat. Donc les lois vont prendre beaucoup plus de temps pour être votées, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Et si après l'élection présidentielle, c'est la même majorité qui est reconduite, tout prendra plus de temps, plus d'énergie. Et la deuxième conséquence, c'est que la fameuse règle d'or inscrite dans la Constitution, c'est plus la peine d'y penser, il n'y a plus de majorité possible pour ça. Prochaine étape des sénatoriales, l'élection du président samedi. La gauche et notamment le Parti socialiste auront besoin de toutes les voix pour l'emporter, y compris celle de 2 nouveaux élus du Languedoc-Roussillon, exclus l'an dernier, Christian Bourquin et Alain Bertrand. Et quant à savoir si les sièges sénatoriaux remportés par ces exclus, Christian Bourquin et Alain Bertrand, pèseront en faveur de leur réintégration au Parti socialiste, voici ce que répond Christian Assaf en charge de l'organisation des primaires au Parti socialiste. La condition de victoire, leur candidature même au sénatorial n'était pas une condition puisque déjà la direction du parti avait proposé à Christian Bourquin et à Alain Bertrand, à tous les socialistes hors l'Hérault, de réintégrer le parti de façon individuelle s'ils le souhaitaient. Certains l'ont fait, je pense aux Gardois, je pense aux Audois, d'autres ont préféré, par solidarité envers les Héroltais, attendre pour réintégrer le parti. Mais j'allais dire, pour Christian Bourquin comme pour Alain Bertrand, il me semble que la porte de la maison socialiste leur est ouverte depuis maintenant un bon moment. Christian Assaf qui a rappelé qu'une sortie de tutelle pour le Parti socialiste de l'Hérault était souhaitable avant la fin de l'année.
Un congrès mondial d'affaires entre les pays de l'Union européenne et la Chine se tient jusqu'à demain soir au Quorum de Montpellier. 200 entreprises sont au rendez-vous. L'occasion pour les sociétés de l'agglomération de renforcer leurs liens avec la Chine, comme le souligne ce responsable du ministère chinois de l'innovation interrogé par Pierre-Paul Castelli. Le jumelage entre Montpellier et Chengdu doit continuer et être approfondi, notamment dans 3 domaines essentiels pour la Chine, la gestion de l'eau, la biopharmaceutique et la communication. J'espère que ce type de rencontre permettra aux entreprises françaises et chinoises de développer ensemble de nouveaux projets de coopération. Les enseignants sont en grève demain, une mobilisation qui concerne les professeurs du public et du privé. À Montpellier, par exemple, 21 écoles maternelles et élémentaires seront fermées demain, aux parents donc de prendre leurs dispositions. À noter que 4 sites d'accueil sont ouverts sur Montpellier. Les enseignants dénoncent les restrictions budgétaires dans l'éducation nationale et les suppressions de postes. Toujours à Montpellier, le rendez-vous de la manifestation régionale est donné à Antigone à 15h. À Nîmes, Adam n'a pas accès à une prise en charge adaptée à son handicap. Le jeune garçon est autiste et depuis 4 ans, sa mère se bat pour le faire accepter dans un institut médico-éducatif. Voyez le reportage de Nicolas Pinchino. Je suis vraiment perdue. Je sais pas. C'est le cri de détresse d'une maman, Amina, mère de 3 enfants dont le dernier a été diagnostiqué porteur de troubles envahissants du comportement de type autisme, ne trouve pas de place dans un lieu adapté pour accueillir son fils. C'est vrai que pour cet enfant et pour d'autres, une vingtaine de situations présentant des troubles à peu près identiques, nous sommes sans solution, en tout cas qui correspondent exactement à leur situation. Mais pour autant, on arrive à organiser autour de la famille et des enfants des solutions, même partielles. Amina consacre sa vie à son fils autiste au détriment de sa vie de famille et de ses autres enfants. Adam va à l'hôpital de jour, 4 demi-journées par semaine et 2 heures en CLIS, classe d'intégration scolaire. Mais ces 2 formules ne sont pas adaptées et ne permettent pas à cet enfant de 9 ans de progresser dans son handicap. De plus, cela est contraignant pour la maman qui doit jongler entre les lignes de bus. Et moi, je me bats pour mon fils. Voilà, je m'arrête pas. Même s'il faut, je vais à pied et voilà, et je me rends. C'est-à-dire là où il va, Adam, je suis avec lui, je l'aide. Voilà, je suis sa maman. Un combat au quotidien parfois mal perçu. Le handicap d'Adam ne se voyant pas, sa maman doit souvent faire face au regard critique qui ne voit là qu'un enfant mal élevé ou impoli. Un accueil en institut médico-éducatif permettrait sans doute à Adam de progresser dans son handicap. Et la jeune Yael, elle, va pouvoir aller en classe sereinement. La jeune fille en situation de handicap souhaitait intégrer une classe de 6e au collège Paul Valéry de Sète, un collège équipé d'un ascenseur et proche de son centre de soins. Ce matin, des parents d'élèves du collège Paul Valéry de Sète préparaient donc une manifestation devant le rectorat à Montpellier. Une manifestation qui a tourné court alors que le rassemblement s'organisait. La maman de Yael a appris que sa fille pourrait aller en classe à Paul Valéry comme elle le souhaitait. Une bonne nouvelle donc. L'accessibilité pour les personnes handicapées à tous les bâtiments, c'est le thème de la journée de mobilisation nationale demain à l'appel de l'Association des paralysés de France. À Montpellier, un rassemblement est organisé à 11h30, place de la Comédie. Le slogan « Des bâtons dans les roues ». Moi, les travaux sur l'esplanade depuis 3 ans, je les subis. Jamais personne ne m'a entendu me plaindre. Là, je dis que ce n'est pas la même chose. La situation est grave. Voilà, on y revient tout de suite. À Nîmes aussi, la circulation pose problème à tel point que les commerçants sont montés au créneau ce week-end. Les travaux du trambus, la réfection de l'esplanade, le plan de prévention des inondations, autant de chantiers qui bouchent le centre-ville et empêchent les clients d'accéder correctement au commerce et hôtels-restaurants. Olivier Michel fait le point avec les commerçants et notamment le patron de l'hôtel de l'Écusson, d'un hôtel de l'Écusson qu'on vient d'apercevoir. On l'écoute. Moi, les travaux sur l'esplanade depuis 3 ans, je les subis. Jamais personne ne m'a entendu me plaindre. Là, je dis que ce n'est pas la même chose. La situation est grave. La grogne enfle chez les commerçants du centre-ville nîmois. En cause, les travaux du projet Arène Esplanade Feuchère et la décision d'y couper définitivement la circulation. Pour faire le tour du centre-ville, les automobilistes sont donc renvoyés derrière la gare, ce qui entraîne perte de temps et baisse de fréquentation pour les commerçants. Couper à l'avenue Feuchère, c'est d'une simplicité pour nous. Il nous faut faire le tour, c'est minimum 20 minutes quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est 35 voire 3 quarts d'heure de temps. Nous, on est des entreprises, le temps, ça nous est compté. Tous les jours, c'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu. Nous, la perte, elle se situe vers 30%. Moins 40 au moins.
Pour l'instant, on n'envisage pas de licenciement dans l'immédiat, mais si la situation se poursuit, effectivement, dans les 6 mois, on ne pourra pas faire autrement. Des commerçants exaspérés qui ont manifesté vendredi et qui ont lancé une pétition auprès de leur clientèle. La pétition, le maire est au courant. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. J'ai à nouveau rendez-vous cette semaine avec lui. Nous dialoguons. Il y a un véritable dialogue avec le maire qui est en cours. Je pense que les choses vont progresser positivement. Un entretien avec le maire de Nîmes est fixé à jeudi après-midi, un maire auquel il va être demandé de revoir une fois de plus sa copie. Et à Montpellier aussi, les travaux de la ligne 3 du tramway ne facilitent pas la circulation. En effet, depuis aujourd'hui, le débouché de la rue Marceau sur le cours Gambetta sera bouché jusqu'au 17 octobre. Il est donc conseillé de contourner par la place Leroy-Beaulieu. Masques blancs et vêtements immaculés. Samedi après-midi à Montpellier, ils étaient environ 200 à défiler de l'Esplanade au Château d'Eau, une marche blanche pour rappeler l'accident mortel qui a tué un étudiant et blessé 3 autres le 13 août dernier. C'est l'automobile d'une jeune conductrice sortie ivre des estivales qui avait fauché les 4 amis. Samedi, le but de la marche était aussi de dénoncer cette insécurité routière. Notre marche, c'est vraiment aussi pour faire réagir les gens, pour que cette histoire, elle serve, pour qu'on se dise, mais c'est pas possible, tout le monde est concerné, il faut que les choses changent. Donc, je me répète, mais dans un premier temps, une marche de souvenir et de soutien, et dans un deuxième temps, une marche pour faire réfléchir les gens, pour nous mettre tous face à la réalité qui parfois est bien horrible. Des dorades, des loups et des sards qui se font de plus en plus rares au large des côtes du Languedoc-Roussillon. Depuis fin 2010, le programme BioRestore vise à repeupler la Méditerranée en réintroduisant des alevins dans des récifs artificiels. Les détails avec Olivier Brachard. C'est au milieu des vignes que le projet BioRestore a implanté sa nurserie marine. À l'intérieur, des centaines de post-larves de 15 espèces de poissons que l'on trouve sur nos côtes. Des bébés poissons à l'abri des nombreux prédateurs marins. En milieu naturel, seule une post-larve sur 100 atteint sa taille juvénile. On va, à l'aide d'un filet développé par notre partenaire Écocéan, prélever ces post-larves dans le milieu, les protéger dans cette nurserie pendant 2 à 3 mois, les faire grossir avant de dépasser en fait la taille de la bouche de leurs prédateurs. Ce qui va nous permettre, nous, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de les remettre au fond de l'eau sur des habitats très spécifiques, qu'on appelle des habitats d'émancipation, ce qui vont leur permettre de grossir encore un petit peu et de devenir des juvéniles qui vont retourner à la mer. C'est au large du Gros d'Agde que l'équipe de scientifiques va relâcher les post-larves. Des habitations d'émancipation ont été installées à plusieurs endroits, certains à 6 mètres de profondeur et d'autres à 11. Va sur le 15 407 à peu près et après on se déplacera vers l'est. Une fois le point GPS repéré, il n'est pas facile de retrouver ces fameux habitats d'émancipation, surtout lorsque la visibilité n'est qu'à peine d'1,50 m ce jour-là. Le temps presse, alors il faut s'occuper du confort des petits passagers. Là, l'eau qui est à l'intérieur des glacières est à 21 degrés et l'eau est à 17-18, donc on va essayer d'équilibrer un peu tout ça avant de les descendre. Ça y est, c'est le grand bain. Petits Sards et compagnie retrouvent leur milieu naturel et par là même de la nourriture et un refuge pour grandir. On est en train d'estimer, les scientifiques qui plongent aujourd'hui sont là pour nous calculer les taux de survie de ces juvéniles qu'on relâche. Mais pour l'hypothèse de départ, c'est à peu près multiplié par 100 voire 200 le nombre d'adultes à la fin. Dans le cadre du Grenelle de la mer, la biodiversité marine est une des priorités. Avec le projet BioRestore, Écocéan et la Lyonnaise des Eaux surfent déjà sur ce futur marché. Avec un week-end difficile pour les Montpelliérains, défaits en foot et en rugby. Le résumé de ces rencontres avec Olivier Brachard. Une merveille de reprise de volée, puis un but opportuniste après une bourde du gardien montpelliérain Geoffrey Jourdraine. Rabière Pastore a écœuré le MHSC dans le choc de la Ligue 1. Le PSG s'impose 3-0, un score lourd qui ne reflète pas le cours du jeu. Montpellier a eu des occasions nettes en première mi-temps, mais n'a pas su les concrétiser. Samedi, le MHSC se déplace chez les Girondins de Bordeaux. Le MHR ne peut pas aller plus mal. Un match nul et 4 défaites, dont cette dernière à domicile vendredi face au promu Bordeaux-Bègles. Score final 20-16 et 2 essais à 1 pour les visiteurs. Vendredi,
Toulon vient à Dumanoir avec un esprit de revanche. Et on referme cette page sport avec une note un petit peu plus optimiste et une mention spéciale au Barracuda. L'équipe montpelliéraine de baseball s'est qualifiée pour la finale du championnat de France ce week-end en battant Sénart. La finale se jouera donc samedi et dimanche prochain à Vérassi et ça sera contre Rouen. Je vous propose pour terminer ce journal ces images de la feria de la mer à Palavas avec le traditionnel abrivade sur la plage. On voit les chevaux qui courent avec les taureaux sur le sable. Et la course camarguaise qui a suivi a été remportée par le raseteur Anthony Haim devant Loïc Ozol. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. Passez une agréable soirée sur TV Sud.